Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une affaire criminelle particulièrement choquante, classée parmi les 9 crimes les plus horribles de Singapour en 2000. Sur les lieux du crime, à part une clé, il n'y avait aucun autre indice. Cette affaire a secoué Singapour comme une tempête, ébranlant tout le pays. Que s'est-il passé cette année-là? Vous regardez la chaîne Affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous pour nous soutenir. Maintenant, remontons le temps jusqu'en 2000 pour découvrir ensemble cette étrange affaire de meurtre à Singapour. Vous n'êtes certainement pas étranger à Singapour. Bien que notre chaîne ait présenté plusieurs affaires criminelles survenues ici, en réalité, c'est un pays très sûr. Selon l'indice de paix mondial 2024, Singapour se classe au 5e rang des pays les plus pacifiques au monde et a souvent été évalué comme le 2e pays le plus pacifique de la région Asie-Pacifique. Les lois ici sont très strictes et les sanctions sont relativement sévères. Par exemple, jeter des ordures à Singapour peut entraîner une amende allant jusqu'à 2000 $ singapouriens pour la première infraction et jusqu'à 10 000 $ singapouriens en cas de récidive. Sous la gestion stricte de la loi, les affaires de violence à Singapour sont relativement rares. Cependant, même dans l'endroit le plus sûr, il y aura toujours des individus téméraires. Par exemple, l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Le 9 août 2000, jour de la fête nationale de Singapour, le pays entier était en liesse, décoré de manière éclatante, plongé dans une atmosphère de joie. Cependant, dans un coin de la ville, une scène macabre se déroulait. Sur l'avenue Bukit Batok, près du plus grand parc naturel de Singapour, où l'environnement est très sain, 3 élèves du secondaire passaient à vélo, se rendant à l'école pour participer à la cérémonie de commémoration. Ils discutaient joyeusement, mais lorsqu'ils sont arrivés à un endroit isolé, l'un d'eux s'est soudainement arrêté. Le garçon a fixé les buissons au bord de la route et a dit « Écoutez, il semble y avoir quelqu'un ici. » Les 2 autres amis, sceptiques, ont approché les buissons avec précaution. En écartant les herbes, un corps ensanglanté est apparu devant leurs yeux. La scène était trop choquante, le garçon a crié et s'est enfui en courant. Par la suite, les 3 ont signalé l'incident à la police. Après avoir reçu l'alerte, la police est rapidement arrivée sur les lieux. Après vérification, ils ont confirmé que la victime était un homme d'âge moyen avec de nombreuses ecchymoses et des blessures mortelles, notamment 4 coups de couteau profonds à la poitrine. Le temps du décès a été estimé entre 12 et 24 heures auparavant. Ce qui est étrange, c'est qu'avec des blessures aussi graves, la victime ne présentait aucune trace de résistance. Le médecin légiste a donc supposé qu'au moment du meurtre, la victime était soit inconsciente, soit maîtrisée, incapable de se défendre. Comme la zone où le crime a eu lieu était assez isolée et sans caméra de surveillance, la police a divisé ses forces en 3 groupes pour fouiller les environs. Finalement, ils ont trouvé une clé avec un anneau métallique dans les buissons à proximité. Aucun autre indice n'a été découvert. Après une analyse ADN, l'identité de la victime a été établie. Il s'agissait de Ngiap Chong, 42 ans, chauffeur de taxi et père de 3 enfants. Selon sa famille, Ngiap Chong avait conduit sa fille à l'école vers 6h10 le matin du 8 août, puis avait perdu contact. Sa femme, inquiète de ne pas le voir rentrer, a signalé sa disparition à la police. Le lendemain, elle a appris que son mari avait été assassiné. Après enquête, la police a découvert que Ngiap Chong était un homme paisible et aimant, sans aucun ennemi connu. Ils ont donc exclu la possibilité d'un meurtre motivé par la vengeance. En revanche, ils ont constaté que l'argent sur la victime avait été volé, ce qui les a amenés à penser que le meurtre était lié à un vol. La police a estimé que la clé pour résoudre cette affaire résidait dans le taxi de Ngiap Chong, immatriculé SHB 540C. Le taxi n'ayant pas été retrouvé sur les lieux du crime, il était probable que le meurtrier l'avait conduit après le crime. La police a donc mobilisé un grand nombre d'effectifs pour mener une recherche à grande échelle. Vers 16h55 le 10 août, la police a finalement retrouvé le taxi de Ngiap Chong sur le parking du bâtiment 628 à de Bukit Batok Central. Malheureusement, le meurtrier avait été très prudent et n'avait laissé aucune empreinte digitale. La police a monté une surveillance pendant plusieurs jours, mais sans résultat. Le 26 août, 18 jours après le meurtre de Ngiap Chong, un autre meurtre choquant a eu lieu.
un témoin a signalé avoir vu deux hommes commettre un meurtre à l'arme à feu sur un pont de la route Jalan-Kukoh. Cet acte audacieux a choqué Singapour, l'un des pays les plus sûrs au monde, où le contrôle des armes à feu est très strict. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la foule curieuse s'était déjà dispersée, ne laissant qu'un homme d'âge moyen gisant sur le sol, le visage défiguré et la tête et la poitrine criblées de balles. Après enquête, la victime a été identifiée comme étant Ya'Aba Satish, 39 ans, un homme d'affaires spécialisé dans le change de devises. Né en Inde, il était résident permanent de Singapour. Le jour des faits, Satish venait de terminer son travail à la banque lorsqu'il a été attaqué par des voleurs. Bien qu'il ait accepté de leur donner son argent, il a été abattu sans pitié. La scène s'est déroulée dans une zone centrale, avec de nombreux témoins, ce qui a rapidement fait de cette affaire un sujet brûlant dans les médias et sur Internet. En 18 jours, 2 meurtres successifs ont semé la peur parmi les habitants, craignant de subir un sort similaire. Les autorités ont ordonné une enquête urgente, mais la police n'avait toujours aucun indice concernant l'affaire Ngiap Chong. Avec ce nouveau meurtre, la pression sur les enquêteurs était immense. Selon les témoins, il y avait 2 agresseurs, tous 2 armés, qui ont menacé la victime de lui voler son argent avant de l'abattre. L'équipe d'enquête a trouvé une douille près du pont, mais malheureusement, les agresseurs avaient caché leur visage et personne n'avait pu les identifier. La famille de Satish a fourni une piste à la police, indiquant que, en raison de son travail, Satish portait toujours un téléphone portable avec lui, souvent dans son sac avec de l'argent. Le sac de Satish avait été volé par les agresseurs, et la police a pensé que le téléphone pourrait être une piste. Avec l'espoir que quelque chose valait mieux que rien, la police a vérifié et, à sa grande surprise, le téléphone de Satish était toujours utilisé par les agresseurs. Les techniciens de la police ont examiné les journaux d'appel du téléphone et ont finalement identifié 3 suspects, Kamin, 33 ans, Ibrahim, 35 ans, et Rosl, 30 ans. Le 15 octobre, la police a décidé de passer à l'action pour arrêter les suspects. Ils ont élaboré un plan détaillé, divisé en 3 groupes, et ont finalement réussi à arrêter les 3 suspects. Après vérification, Kamin et Ibrahim étaient les agresseurs qui avaient volé et tué Satish. Lors de la perquisition de l'appartement de Kamin, la police a trouvé un pistolet Smith & Wesson, un pistolet semi-automatique et 8 paires de menottes, mais seulement 7 clés correspondantes. Les policiers ont remarqué que ces clés leur semblaient familières, et ils ont soudainement réalisé qu'elles ressemblaient exactement à la clé trouvée sur les lieux du crime de Ngiap Chong. Cela a conduit la police à penser que Kamin et ses complices pourraient également être impliqués dans le meurtre de Ngiap Chong. Au cours de l'enquête, un ami de Kamin a fourni un indice, indiquant qu'il avait un casier dans un centre commercial de Choa Chu Kang, où il cachait des objets suspects. La police s'est rendue à Choa Chu Kang et a effectivement trouvé un poignard enveloppé dans du papier journal dans le casier. Ce poignard n'était pas un simple couteau, mais une arme militaire standard d'environ 13 cm de long, avec une lame extrêmement tranchante et des dents d'un côté, pouvant être attachées à un fusil. Bien que le poignard semblait propre, le laboratoire scientifique de Singapour a détecté de petites traces de sang sur la poignée. Après analyse ADN, il a été confirmé que le sang appartenait à Ngiap Chong. De plus, la police a confirmé que les 7 clés trouvées dans l'appartement de Kamin correspondaient parfaitement à la clé trouvée sur les lieux du crime de Ngiap Chong en termes de composition, de conception et de taille, et correspondaient également à la 8e paire de menottes. Ainsi, Kamin avait des preuves suffisantes pour être accusé du meurtre de Ngiap Chong. Les 2 autres complices, voyant que l'affaire était découverte, ont avoué leur participation au meurtre de Ngiap Chong pour obtenir une clémence. La police de Singapour a enfin pu respirer, l'affaire qui avait duré plusieurs mois était enfin résolue. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les 3 suspects ont été transférés à la Cour suprême de Singapour pour attendre leur procès. Le 18 octobre 2000, le procureur a inculpé Kamin, Ibrahim et Rosl pour meurtre au premier degré. Le procès qui a suivi a été complexe. L'affaire de Satish était relativement claire, avec des témoins, ce qui a facilité le verdict. Cependant, le procès pour le meurtre de Ngiap Chong était beaucoup plus compliqué, car il n'y avait pas de témoins. La police ne pouvait compter que sur les déclarations des 3 suspects pour reconstituer les faits, mais leurs déclarations étaient totalement contradictoires. Chacun essayait de rejeter la faute sur les autres, cherchant à éviter la responsabilité. Examinons d'abord la déclaration de Kamin. Il a déclaré qu'avant les faits,
il avait voyagé en Thaïlande et avait acheté 2 pistolets et un poignard pour se protéger, ce qui semblait raisonnable. Le 8 août à 10h45 du matin, j'ai pris ces objets et suis allé rencontrer Ibrahim et Rosl dans un café à l'ouest de Bukit Batok. Ils manquaient d'argent et ne voulaient pas travailler, alors nous avons discuté du vol d'une bijouterie. Ce jour-là, j'avais apporté un pistolet court avec 6 balles, un pistolet semi-automatique, et j'avais préparé pour Rosl un sac à dos Adidas contenant un poignard, des menottes, un masque et des gants. Pour Ibrahim, j'avais préparé un sac à dos Timberland contenant un pistolet Smith & Wesson, des menottes numéro 8, un masque et un marteau. Avant de passer à l'action, Rosl a suggéré de préparer une voiture pour notre fuite. Si nous devions attendre après le vol pour appeler un taxi, ce serait trop risqué. Cela semblait logique. Nous avons donc tenté de voler une voiture, mais après une heure d'efforts infructueux, nous avons rencontré une patrouille de police. C'est alors que Rosl a eu une idée, intercepter directement un taxi et maîtriser le chauffeur. Après le vol de la bijouterie, nous pourrions relâcher la personne. Alors que j'hésitais encore, ils ont déjà arrêté un taxi. Le chauffeur était Ngiap Chong. À ce moment-là, Ibrahim était assis à l'avant, et Rosl et moi étions à l'arrière. J'avais l'intention d'aller directement à Hollande, car il y avait beaucoup de bijouterie et de banques, ce qui faciliterait notre action. Mais les deux autres ont estimé qu'il fallait d'abord maîtriser le chauffeur. Ils ont trouvé un endroit isolé près de Chestnut pour cacher la personne. Nous nous y sommes donc rendus. Une fois sur place, ils ont menacé le chauffeur de sortir du véhicule. Le chauffeur, terrifié, n'arrêtait pas de dire « Ne me tuez pas, ne me tuez pas, je vous donnerai tout mon argent ». Pour l'intimider, j'ai aussi sorti le pistolet de ma poche et l'ai agité. Cette méthode a été très efficace. Il est immédiatement sorti de la voiture et a tenté de s'enfuir. Rosl l'a rapidement attrapé, lui a mis des menottes et l'a traîné dans les buissons. 1 ou 2 minutes plus tard, Rosl est sorti des buissons avec un poignard ensanglanté et des menottes numéro 8. Il a dit qu'il avait poignardé le chauffeur 3 ou 4 fois. Cela n'était absolument pas prévu dans notre plan initial. Nous voulions seulement voler la voiture, sans intention de blesser qui que ce soit. Mais ce qui est fait, nous n'avions pas d'autre choix que de quitter les lieux. Ensuite, Ibrahim a conduit la voiture jusqu'à Hollande. Dans la voiture, nous avons partagé plus de 500 $ singapouriens trouvés dans le portefeuille du chauffeur. À Hollande, il y avait beaucoup de bijouterie, mais ce qui venait de se passer m'avait rendu nerveux, et je n'osais pas agir à la hâte. J'avais prévu de me déguiser un peu, d'acheter une nouvelle chemise et de me faire couper les cheveux. Pendant qu'il se faisait couper les cheveux, j'ai fait le tour des bijouteries à proximité et j'ai remarqué qu'il y avait des caméras de surveillance partout. J'ai donc complètement abandonné l'idée du vol. Après avoir fait un tour à Hollande sans rien accomplir, nous sommes retournés à Bukit Batok. Ibrahim s'est occupé de la voiture et a effacé les empreintes digitales. Rosl et moi l'avons attendu à la station de métro. Après son retour, nous avons regardé un film, puis chacun est rentré chez soi. Vers 17h, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et j'ai décidé de jeter le pantalon que je portais et le poignard. Mais ce poignard était assez cher, et j'avais du mal à m'en débarrasser. Je l'ai lavé, enduit d'huile anti-rouille, enveloppé dans du papier journal et rangé avec un autre poignard que j'avais acheté il y a longtemps dans un casier. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise. Si un jour l'affaire était découverte et que la police venait frapper à ma porte, ce poignard serait une preuve accablante. De plus, il avait déjà blessé quelqu'un, le garder ne porterait pas chance. Alors je l'ai finalement jeté. Je tiens à souligner une fois de plus que je ne voulais absolument pas faire de mal au chauffeur. Rosl a agi de son propre chef en tuant cet homme. Je regrette profondément ce qui s'est passé ce jour-là, mais la mort de Ngiap Chong n'a vraiment rien à voir avec moi. Voilà le déroulement des événements racontés par Kamin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en manipulant le poignard, Kamin a confondu les deux poignards, qui se ressemblaient beaucoup, et en a jeté un par erreur. C'était peut-être la volonté du ciel. Dans sa déposition, Kamin a essayé de se présenter comme un simple suiveur, fournissant des armes, tandis que les décisions réelles étaient prises par les deux autres. Mais est-ce vraiment la vérité? Ibrahim et Rosl ont également raconté leur version des événements. En général, leur récit était similaire à celui de Kamin, mais il y avait quelques différences clés, notamment sur certains détails.
Le point le plus important est qu'ils ont tous deux affirmé que Kamin était le véritable instigateur de cette affaire. Ibrahim a déclaré qu'au début, Kamin avait approché Rosl, lui avait montré les 2 pistolets et avait proposé un plan de vol. Au début, Rosl n'osait pas participer, mais après plusieurs rencontres, il a cédé. Non seulement il a participé au plan de vol, mais il m'a aussi demandé de l'aider en raison de mes compétences en conduite. Début juillet 2000, nous nous sommes rencontrés et avons officiellement planifié le vol. En réalité, l'objectif initial de Kamin n'était pas une bijouterie. Il avait de grandes ambitions et voulait voler des convoyeurs de fonds. Le 8 août, nous avons attendu longtemps près d'un distributeur automatique, mais en voyant la police, nous avons dû abandonner l'idée de voler directement de l'argent. Quant au vol de la voiture et à l'élimination du chauffeur, je n'y ai pas participé. Je n'étais que le chauffeur. Rosl a également déclaré que toutes les actions avaient été orchestrées par Kamin. C'était lui qui avait proposé de voler la voiture et de tuer le chauffeur. En chemin, il a dirigé la voiture vers une avenue qu'il connaissait bien. Une fois sur place, il a sorti son pistolet et a ordonné au chauffeur de sortir du véhicule. Dès qu'il a vu l'arme, le chauffeur a essayé de s'enfuir. Voyant cela, Kamin m'a donné une paire de menottes numéro 8 et m'a dit de l'arrêter. Au début, je voulais juste l'emmener dans les buissons pour le cacher. Le chauffeur n'arrêtait pas de me supplier, disant qu'il avait une famille et des enfants. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais Kamin, armé, m'a forcé à agir rapidement. Je n'avais pas d'autre choix que de lui obéir et de le poignarder à 4 reprises dans la poitrine. Ensuite, j'ai pris les menottes numéro 8 et le portefeuille. De retour dans la voiture, je tremblais de peur. Kamin m'a dit froidement, « C'est le prix de la trahison. » Je jure que je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal au chauffeur. Tout cela était dû à la pression de Kamin. Je demande au tribunal de me donner une chance, je suis prêt à me repentir. Dans la déposition de Rosl, nous entendons une histoire complètement différente. Il se décrit comme une pauvre victime, contrainte de commettre un crime, tandis que Kamin est un démon froid et calculateur, l'instigateur de tous les crimes. Chacun des 3 hommes a inventé une histoire, rejetant la faute sur les autres et déformant la vérité. Le juge a démêlé les déclarations confuses et a confirmé certains éléments clés du crime. Kamin était le cerveau, celui qui avait fourni les armes. Rosl était le meurtrier direct, celui qui avait tué Ngiap Chong. Les 3 suspects avaient l'intention de commettre un vol et avaient causé la mort de Ngiap Chong. Ils formaient un gang criminel, et personne ne pouvait échapper à sa responsabilité. Face à ce verdict, les avocats des 3 hommes ont présenté leurs arguments. L'avocat de Kamin a déclaré que son client n'avait infligé aucune blessure au chauffeur et n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Le véritable meurtrier de Ngiap Chong était Rosl, car seul Rosl avait un tel mobile. L'avocat de Rosl a soutenu que si Kamin ne l'avait pas menacé avec une arme, il n'aurait jamais poignardé le chauffeur. Son plan initial était simplement de cacher le chauffeur, pas de le tuer. L'avocat d'Ibrahim a affirmé que son rôle dans toute l'affaire n'était que celui d'un chauffeur. Il n'avait jamais participé à aucun acte criminel. Tout avait été planifié par Kamin et Rosl, donc il était innocent. Les 3 avocats ont débattu avec véhémence au tribunal, chacun essayant de maximiser les chances de réduire la peine de son client. Il est à noter que l'un des avocats de Rosl, David, 5 ans après cette affaire, s'est lui-même engagé dans la criminalité, devenant l'un des criminels les plus recherchés de Singapour. Il a escroqué environ 11,3 millions de dollars singapouriens et de l'or à ses clients avant de fuir Singapour en 2006. Mais c'est une autre histoire. Face aux arguments des 3 avocats, le juge a donné des raisons claires pour condamner les accusés. En tant que cerveau, Kamin n'avait pas seulement fourni les armes, mais il avait joué un rôle crucial dans tout le processus criminel. Il avait donné le pistolet à Ibrahim et le poignard à Rosl, ce qui montrait clairement qu'il avait prévu que ces armes seraient utilisées. Sinon, pourquoi aurait-il pris la peine d'acheter ces objets en Thaïlande et de les distribuer à ses complices? Plus important encore, avant de monter dans le taxi, Kamin avait clairement dit à Rosl qu'il fallait éliminer Ngiap Chong. Pendant que Rosl commettait le crime, Kamin, armé, surveillait les alentours. Ensuite, il a ordonné à Ibrahim de nettoyer le taxi pour ne laisser aucune empreinte digitale. Tout cela montre qu'il était un criminel redoutable et rusé. Concernant Ibrahim, sa défense se concentrait sur 2 aspects,
Premièrement, il prétendait ne pas avoir participé au meurtre, et deuxièmement, il affirmait ne pas savoir que Ross avait l'intention de tuer le chauffeur. Cela était clairement une tentative de minimiser sa culpabilité. Tout au long de l'incident, il était resté dans la voiture, attendant ses complices, ce qui signifiait qu'il avait acitement accepté le crime dès le début et y avait participé. Sa déclaration selon laquelle il ne savait pas que Ross avait l'intention de tuer le chauffeur n'était pas convaincante. Pendant que le chauffeur sortait de la voiture, Ross l'avait pris le poignard, et Camin avait même sorti son pistolet. Ross l'avait traîné le chauffeur dans les buissons, montrant clairement son intention de commettre un crime. Ibrahim ne pouvait pas ne pas le savoir. Sa défense n'était qu'une tentative de se dérober à sa responsabilité. Enfin, concernant Ross, il a continué à dire qu'il avait été contraint par Camin, mais face aux supplications de la victime, il n'a montré aucune pitié. De plus, s'il avait vraiment été contraint, il n'aurait pas eu besoin de poignarder le chauffeur 4 fois, chaque coup étant mortel. Après avoir commis ces actes, il a calmement enlevé les menottes numéro 8 et pris le portefeuille. Tout cela montre que Ross n'était pas contraint, il essayait simplement d'échapper à la justice. Le juge a déclaré que lorsque le crime est commis par plusieurs personnes, chacun doit assumer la même responsabilité que le criminel. Si une personne commet un acte criminel seule, et que vous connaissez clairement les intentions criminelles d'un groupe et y participez volontairement, vous ne pouvez pas demander une réduction de peine ou une exemption de responsabilité. Parce que par la suite, vous avez été forcé par vos complices à le faire. En termes simples, vous avez participé activement au crime et devez en assumer la responsabilité. Le 5 septembre 2001, après 19 jours de procès, la Haute Cour a rendu son verdict final, condamnant à mort les 3 individus pour meurtre. Le juge a déclaré que face à la sentence de mort, les 3 accusés n'étaient pas d'accord et ont fait appel. Cependant, finalement, Camin a abandonné et accepté la sentence de mort. Le 18 octobre 2002, la Cour a rejeté l'appel de Ross et Ibrahim. En réalité, même si l'appel avait été accepté, Camin et Ibrahim n'auraient pas pu échapper à la peine de mort car ils avaient causé la mort d'une victime lors d'un autre vol à main armée illégal. Ainsi, leur destin n'aurait subi aucun changement. Le 25 octobre 2002, les 3 hommes ont été exécutés par pendaison à la prison de Changi à Singapour, mettant fin à cette tragédie. Ainsi, la vidéo d'aujourd'hui se termine. En revenant sur ces 2 affaires, elles ont suscité de vives discussions à Singapour, attirant une grande attention du public. Non seulement elles ont permis une prise de conscience plus profonde de la froideur et de la violence des criminels, mais elles ont également incité le gouvernement à renforcer la gestion de la sécurité, de l'ordre public et de la sûreté sociale. Bien sûr, cela rappelle également aux citoyens que même dans un pays doté d'une législation stricte et d'une bonne sécurité publique, les crimes peuvent toujours se produire. Par conséquent, il faut toujours rester vigilant et se protéger soi-même.